Bien, bonsoir, on poursuit donc et on clôture ces rencontres par une conférence institutionnelle. Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier nos partenaires donc, qui ont joué le jeu et qui nous ont accompagnés pendant donc cet après-midi et qui vont continuer au cours de la soirée puisqu'on a une cérémonie de remise des prix et un cocktail qui suivra donc pour cette soirée, clôturer donc une soirée avec un partenaire comme Boursorama. On a eu aussi BFM qui était présent toute l'après-midi et bien évidemment nos partenaires comme Fédéris Gestion d'Actifs, la financière de l'Échiquier, SPGP, Delta et bien sûr le soutien de la F2I, de Paris Europlace et de NICE Euronext afin d'avoir une représentation bien évidemment de l'ensemble de l'écosystème. On peut peut-être, je dirais, attaquer par les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Je peux peut-être vous les rappeler. Je dois les avoir encore sur l'ordinateur. Je peux vous les reprojeter pour ceux qui n'étaient pas là en début d'après-midi. Voilà, je les retrouve ici. On avait fait un constat et donc ça permettra de lancer les débats et de pouvoir exposer ça ensemble. Un débat sur un constat sur le fait que le nombre d'émetteurs en France sur la place de Paris avait plutôt eu tendance à diminuer ces dernières années. On comptait 35 sociétés françaises qui avaient quitté la bourse en 2012 et on était passé à moins de 700 sociétés cotées en France. On a évoqué aussi le fait que des investisseurs avaient aussi quitté en fait les actifs financiers. On rappelait par exemple qu'on avait perdu en France 3 millions d'actionnaires individuels sur les 10 ans qui viennent. Et côté institutionnel, on en parlera plus longuement avec la F2I, mais on verra que, et on a vu aussi avec la CPR, que les assureurs ont eu tendance à quitter la classe d'actifs, les classes d'actifs risqués, notamment les actions, peut-être de l'ordre de 20 à 25% en moyenne, pour arriver à moins de 5%. Bizarrement, paradoxalement, j'allais dire, dans une période où le besoin de financement est quand même élevé, je t'en prie, c'est un mode de financement, on le voit bien à travers le graphique que vous avez sous les yeux, où aux États-Unis, on a à peu près 73% du financement des entreprises qui passent par les marchés, et on a quelque chose d'inverse, ou même encore plus important, puisque 86% du financement des entreprises en zone euro passe par le crédit bancaire et les banques. Et l'enjeu, le défi, c'est justement de petit à petit d'avoir cette désintermédiation, ce financement un petit peu moins soutenu par les banques et un petit peu plus par les investisseurs en direct, ce qui entraîne bien évidemment des défis pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les émetteurs, que ce soit les investisseurs. Donc voilà un petit peu à la fois la raison en fait, de la création de ces rencontres. Un petit mot aussi pour parler de l'actualité. Vous avez vu la cotation de Twitter cet après-midi. Pour information, les analystes Morningstar avaient fixé une fair value, un cours à 26 $ il y a quelques temps. Ça a été fixé à 26 $ et on avait fixé un cours de vente à 50 $ et je crois qu'il est passé à 46 $ aujourd'hui. En une journée, en fait, on a atteint notre cours de vente. Il a pris plus de 90%. Ce n'est pas tellement pour parler du cours de Twitter, mais plutôt pour dire que ce qui est assez symptomatique dans l'émission de cette société, c'est que cette société se revendique comme étant le média de l'instant, de l'instantané, de l'immédiat. Son directeur général parle de pour tout et n'importe quoi. On est forcément plutôt pas d'accord chez Morningstar, enfin pas d'accord avec l'immédiateté, mais plutôt de dire que l'analyse financière, les décisions stratégiques, c'est pas dans l'immédiat, c'est pas quand on tweet, on retweet, on détweet, mais c'est plutôt de prendre du recul et d'essayer d'analyser, je dirais, tranquillement et d'apporter de la valeur ajoutée pour justement prendre ce type de décision stratégique. Voilà un petit peu pour le clin d'œil. Je reviens tout de suite sur la table ronde institutionnelle qui vient clôturer cet après-midi. On a la chance d'avoir avec nous Jean Ayrault, qui est le président de la F2I, qui nous rappellera justement le contexte et les travaux qui ont été la participation de la F2I aux différents travaux de place. On a la chance d'avoir Fabrice Peuzin à CPR, donc secrétaire général de la CPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et RC Résolution. Voilà, c'est nouveau. Gérard Soularue, qui est le président de la commission économie et croissance à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et Île-de-France.
qui nous parlera justement des travaux menés par la Chambre de commerce. Philippe Aurin, qui est le directeur général de Fédéris Gestion d'actifs, lié au groupe Malakoff-Médéric de mémoire, et Didier Le Ménestrel, la financière de l'Échiquier, donc qui est le président, et qui aussi nous donnera son point de vue. Lié à quel groupe de retraite financière de l'Échiquier? Indépendant, en fait. Voilà. Donc, sans plus tarder, Jean, tu peux justement, à tout seigneur, tout honneur, donc c'est gentil. Le retour des institutionnels en bourse, le retour, mais, ils les avaient un petit peu quittés, mais peut-être reparler un petit peu du contexte. Oui, alors simplement, pour commencer, un petit rappel sur l'allocation des capitaux des institutionnels, en précisant d'abord qu'il n'y a pas une famille institutionnelle, il y en a à peu près 18, et qui sont régis par à peu près 12 réglementations différentes. Donc, il y a des comportements qui sont extrêmement différents. Les exploitants nucléaires dont je fais partie ont une allocation d'actifs qui n'a rien à voir avec les assureurs vie. Ça me paraît être la première chose à rappeler. Si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, on peut dire qu'il y a des tendances lourdes, voire extrêmement lourdes, qui se manifestent premièrement par une baisse du poids des actions au profit des obligations et des diversifications, sachant que les caisses de retraite, les institutions de prévoyance, les entreprises ont des poids nettement plus importants en actions. EDF, c'est 50%, les caisses de retraite, c'est à peu près 30%. En revanche, effectivement, les assureurs, c'est pas 5, hein. 5, c'est AXA, c'est aux alentours de 8 à 10%. Sachant que les assureurs non-vie, au contraire, ont des poids plus importants, mais parce que ça tient compte de participations non cotées la plupart du temps dans leur groupe. Deuxième tendance lourde, c'est une baisse des obligations souveraines périphériques et allemandes et un recentrage au profit des obligations domestiques. Ça, on l'a vu à peu près dans tous les pays. Les grands investisseurs se sont remis effectivement sur le pays en se disant si l'euro un jour explose, eh bien on sera en francs. J'ai jamais été convaincu que l'euro allait exploser et donc malgré tout, c'est pas forcément obligatoire d'aller investir en obligations allemandes quand la France rémunère plus. Obligations domestiques, pour prendre un exemple, 45% pour les assureurs. Une baisse générale, c'est la troisième tendance, du poids des dettes souveraines en général au profit des obligations privées. Alors je dis bien privées, ce n'est pas forcément corporate. Ce qu'on lit dans le rapport de la Banque de France sur les placements des assureurs, c'est qu'effectivement, il y a eu un accroissement significatif des signatures bancaires, au moins pour les assureurs. En revanche, effectivement, les autres institutions sont allées assez significativement sur le crédit corporate. Autre tendance, une baisse modérée de la qualité de crédit. Alors, premier impact, bien entendu, effectivement, la sortie de la France du AAA. Fin 2012, ce n'était pas encore significatif, puisqu'il n'y avait qu'une seule agence qui nous avait mis AA+. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un retour assez significatif sur les signatures A+, voire un peu plus bas, type crossover, et voire high yield. Sur la partie actif, qu'on appelle risqué, les actions, le private equity et puis la gestion alternative, ça, effectivement, c'est relativement limité dans le temps. Ce qu'on cherche, nous, à la F2I, c'est en tout cas, c'est de promouvoir effectivement ces actifs, pas forcément la gestion alternative, mais en tout cas le private equity et les fonds d'infrastructure qui peuvent apporter sur le long terme, effectivement, des performances intéressantes. Alors, le high yield et les placements privés, ça exige quand même des moyens d'analyse crédit que toutes les institutions n'ont pas toujours de très développés et donc par conséquent, ça limite effectivement cette recherche. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, participation de la F2I aux travaux de place. Alors, plusieurs sujets. Premier sujet, la sensibilisation de nos adhérents par le biais de différentes manifestations. On avait consacré notre club de prospective 2012 au financement des entreprises. C'était assez innovant à l'époque. Nous avons consacré beaucoup de rencontres institutionnelles, par exemple au GIAC, groupement d'emprunt, à la notation des corporates, au mid-market, au capital investissement et les conséquences d'AIFM qui peuvent avoir, qui ne sont pas négligeables, notamment sur les FCT.
Depuis le début de l'année, on participe au groupe de travail piloté par mon ami Gérard Soularue à ma gauche sur le financement des PME-TI et nous sommes mobilisés sur les 4 sujets de ce groupe: amélioration des conditions d'émission des billets de trésorerie des BMTN, notation, placement privé, charte émetteur, investisseur, pour organiser un dialogue permanent entre les émetteurs et les investisseurs étant les gérants et les investisseurs institutionnels. Sur les placements privés, je ne sais pas si je vais aller dans le détail. Ce qu'on cherche à faire, c'est avoir un processus standard, des covenants standardisés, une possibilité d'engagement de confidentialité assez innovateur qui permettent aux investisseurs de se parler entre eux et de dialoguer directement avec l'émetteur sans forcément passer par la suppression du secret bancaire. Enfin, on essaie d'innover sur le statut de représentant de la masse, qui n'existe pas, par exemple, sur les BMTN, mais qui pourrait être nettement amélioré pour la partie obligataire. Donc, bien entendu, on a travaillé avec la MAFI, on travaille avec la FSA, puisque c'est les mêmes personnes. Et en plus, on a le même avocat, qui est remarquable, c'est Hubert de Vauplane, pour certains le connaissent. Voilà pour cette première partie. Si tu veux que j'évoque la réglementation, je l'ai déjà évoqué, il y a 18 familles institutionnelles, 12 réglementations. On aimerait bien qu'il y ait une certaine harmonisation, mais je reconnais que ce n'est pas toujours simple, puisque chaque institution n'a pas forcément les mêmes capitaux, les mêmes moyens. Et oui. voilà. Ce qui est important aussi de rappeler quand on parle d'investissement institutionnel, c'est qu'il faut faire en fonction des passifs. Tu l'as dit, on a beaucoup Oui, de très différents. Et puis il faut faire en fonction de la réglementation. Donc on ne peut pas non plus demander des miracles. Donc un petit mot peut-être Non, mais une chose quand même, oui. c'est que tant que les institutions étaient cash riches, étaient longs de capitaux, elles avaient beaucoup moins de difficultés lorsqu'elles ont des capitaux qui sont stables ou même en décroissance. On l'a vu par exemple les assureurs, forcément on prend beaucoup moins d'écart par rapport à sa gestion de passifs dans ces situations-là. Voilà. Donc, un petit mot, Fabrice Pesin, justement sur cet élément environnement réglementaire. On reviendra tout à l'heure à Jean Hérault au cours du débat, mais c'est important de rappeler à la fois le comportement des assureurs ces dernières années et un petit mot aussi sur la nouvelle réglementation qui devrait arriver, Solvency II. Alors, celui-là, il marche. Oui, même si à mon avis ça a été déjà dit, mais je vais le répéter. Il y a en effet, et au niveau de l'ensemble des assureurs européens, il y a eu un désamour, notamment des actions, depuis le début des années 2000. C'est une grosse tendance, ça se voit par exemple sur les assureurs allemands qui sont sortis violemment de l'equity à l'issue de l'éclatement de la bulle Internet. Les Français sont sortis plus tardivement. Et en plus, d'ailleurs, ils partaient d'un niveau plus haut. Mais donc, on a une belle tendance, et d'ailleurs une tendance qui continue encore en 2012. Vous avez mentionné la dernière enquête Banque de France ACPR, où on montre encore qu'en 2012, les assureurs ont plutôt privilégié les titres de créance au détriment des actions et de l'immobilier. Alors, pour se dire comment faire revenir les assureurs au niveau de la bourse, il faut évidemment comprendre pourquoi il y a eu ce désamour depuis 10-15 ans. Est-ce que tout est une affaire de réglementation prudentielle, puisque vous mentionnez Solva 2 je ne crois pas. Sur le moyen terme, on voit d'ailleurs que les assureurs sont sortis avant Solva 2, avant la négociation Solva 2. Il y a clairement un sujet d'une certaine déception face au couple rendement-risque offert par les actions depuis 10-15 ans, ça c'est très clair. Il y a sûrement le sujet des normes IFRS, ça aussi, c'est assez clair sur le moyen terme. Dernièrement, il y a la crise toujours à gérer. Les assureurs se sont trouvés face à des nouvelles problématiques. Une problématique déjà très simple, c'est que tout d'un coup, on a vu des rachats nets, évidemment, alors que les assureurs traditionnellement étaient habitués à avoir de la collecte nette positive, et en termes d'allocation gestion actif-passif, c'est pas la même chose. À partir du moment où tout d'un coup, pour plein de raisons, vous pouvez avoir des vagues de rachats, ça change complètement les choses, et vis-à-vis des actions, ça pose problème. Il y a aussi, soyons honnêtes, des nouvelles problématiques qui apparaissent
au niveau de l'assurance vie, comment on fait de l'assurance vie à la française dans un monde de taux peut-être durablement bas, comment on fait de l'assurance vie dans un contexte où les taux peuvent remonter violemment. Ça pose énormément de questions et ça a des impacts non négligeables sur la location actif-passif. Alors là, j'ai parlé de plein de choses qui peuvent expliquer à moyen terme comme à court terme un désamour vis-à-vis des actions. Ce qui est sûr, c'est que j'ai écarté pour l'instant Solva 2. Solva 2, c'est en train de... C'est tout chaud, là. On est tout dans chaud. les derniers mètres. On est normalement dans les derniers mètres. On verra si ça passe ou ça casse. En tout cas, il y a un trilogue, il y a une date importante, c'est le 13 novembre prochain, où là, on verra si, oui ou non, on a Solva 2. Et si c'est oui, et ça s'appliquera très rapidement au 1er janvier. C'est quoi votre sentiment? Vous êtes quoi? C'est 50-50, 70-30? C'est compliqué. Ça fait depuis 6 ans et demi que je suis cette directive. Alors, j'ai connu pas mal de désillusions, donc je n'oserais plus trop m'avancer. Ce qui est clair, c'est que ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a vraiment une volonté politique des différentes parties, commission, conseil et aussi Parlement européen, pour aboutir. Donc, il y a quand même une probabilité non négligeable que pour cette fois-ci, ça passe. On va voir. Mais évidemment, la question, c'est quel impact de cette réglementation prudentielle sur l'allocation d'actifs, et notamment les actions. C'est sûr qu'il y a eu la question du chargement capital des actions. C'est sûr que ça change complètement les choses entre solvabilité 1, où c'était vraiment une gestion d'actifs avec des règles de dispersion qui permettent de faire beaucoup de choses. Et là, on passe à solvabilité 2 avec une règle avec d'allocation d'actifs, avec une gestion sous risque, une gestion sous consommation de capital. Ça change complètement les choses. De valeur de marché. Alors, en plus, et ça, ce qui n'était pas perçu au début de la négociation Solva 2, c'est que la volatilité des marchés c'est tout simplement engouffré au niveau des bilans prudentiels parce qu'on était en full fair value. Et les assureurs, en effet, ont été très, très surpris. Nous, on le voit au niveau des différentes études d'impact, j'allais dire, cette introduction de la volatilité des marchés directement dans leur bilan prudentiel avec d'énormes questions du pilotage d'une compagnie à partir d'un bilan prudentiel très, très volatile. Et d'ailleurs, toute la fin de la négociation Solva 2, ça porte là-dessus. C'est-à-dire comment on peut atténuer cette volatilité. Et d'ailleurs, en effet, tous les instruments qui pourront atténuer cette volatilité, à mon avis, permettront de peut-être remettre un peu plus d'equity dans les bilans des assureurs. Donc, quand on regarde en effet sur les 10-15 dernières années, il y a tous ces éléments qui permettent, à mon avis, d'expliquer, alors même si ce n'est pas évident à quantifier en part relative, à expliquer ce désamour. Alors maintenant, comment on fait revenir les assureurs dans la bourse, puisque c'est la question. Il y a sûrement des choses à faire au-delà de solvabilité 2. On voit qu'il y a différentes initiatives. Il y a une initiative récente, en effet, c'est une modification réglementaire au niveau des codes des assurances pour permettre ou faciliter, favoriser les assureurs dans leur détention de prêts à des entreprises non cotées, donc PME, ETI. Voilà, donc il y a eu je ne vais pas rentrer dans les détails des modifications réglementaires, mais l'idée est bien, évidemment, de favoriser l'investissement par les assureurs dans des prêts aux entreprises non cotées. Vous avez vu, je crois, il y avait encore des articles ce matin dans les Échos. Il y a les fonds Novo, avec des sommes annoncées. On verra après comment ça va se faire. C'est pas simple. C'est vrai que l'assureur, il n'est pas nécessairement, c'est pas dans ses gènes, c'est pas nécessairement son métier de base de sélectionner du risque de crédit. Affaire à suivre, c'est quand même une initiative très intéressante au niveau de la place parisienne. Je crois qu'il y a aussi, pour moi, un deuxième élément qu'il faut prendre en compte, et je crois que parfois, d'une contrainte issue d'une règle ou de nouvelles règles prudentielles comme Solva 2, il faut savoir en tirer tous les enseignements. Et notamment réfléchir aux offres de produits. Je crois qu'il y a une belle réflexion actuellement, on verra comment ça se traduira après passage au Parlement et puis au niveau du gouvernement. Mais je veux parler de l'eurocroissance. Il y a un vrai sujet, ça veut dire que aujourd'hui, les Français, et puis je veux dire les professionnels aussi de l'assurance vie, sont habitués depuis maintenant bien longtemps à vendre du fonds euro. Alors, il y a 1000 milliards de fonds euros en France. Alors c'est un produit évidemment magnifique, très simple à comprendre, c'est de la garantie à tout moment. On peut finalement, c'est très liquide, on peut retirer son argent à tout moment. Il y a un petit peu de friction fiscale, c'est sûr, si vous sortez avant 8 ans, mais c'est un produit magnifique. Mais
on voit bien, et notamment avec quand même, où il y a eu quand même quelques petites périodes de rachat net, on voit quand même les sujets que ça pose derrière, et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qu'il y a face à l'euro, en effet, il y a quoi? Il y a de l'obligation souveraine, il y a du corporate en grosses entreprises cotées, et c'est tout, et c'est très difficile pour un assureur, au regard des caractéristiques du produit qui est vendu, d'aller beaucoup plus loin en termes de financement Donc de l'économie. le fonds euro-croissance pour avoir une vraie adéquation actif-passif, en disant là au moins on a un produit plutôt moyen terme. Ça change beaucoup les choses, puisqu'évidemment, on passe d'une garantie à tout moment, vous passez à une garantie à échéance. En termes de consommation de fonds propres, ça change du tout au tout pour l'assureur. Et c'est vrai qu'a priori, toute chose égale par ailleurs, normalement, ça lui laisse beaucoup plus de marge de liberté pour investir dans d'autres types d'actifs. C'est une sorte de produit structuré, une sorte de... Alors, c'est pas tout à fait la structuration, mais je crois que, enfin, l'idée simple, sans en rentrer dans les mécaniques de structuration, c'est évidemment quand, j'allais dire, vous basculez d'une garantie à tout moment à une garantie à échéance en termes de consommation de capital, c'est très différent. Et on verra ce que ça bougera, mais c'est vrai que sur 1000 milliards, quand vous bougez quelques pourcents, ça fait tout de suite des masses qui peuvent être intéressantes. On verra comment ça sera vendu, et on verra comment les assureurs réalloueront On en parlera tout à l'heure, je crois, avec Didier Le Ménestrel, justement, pour parler un peu des solutions possibles dans ce domaine. Un petit mot de Gérard Soularue. Là, on a le point de vue des investisseurs. Il y a des micros qui fonctionnent, je pense. Donc on a le point de vue des investisseurs. La Chambre de commerce, c'est le regroupement, par définition, la représentation des entreprises. Et donc dans cet écosystème, il y a une évolution des marchés, il y a une évolution des investisseurs institutionnels, on vient de le voir, des investisseurs. Il y a une évolution aussi des entreprises. Chacun doit faire un mouvement. C'est un peu l'objet notamment du rapport Soularue que vous avez dirigé il y a quelques temps. Merci, mesdames, messieurs, bonsoir. Peut-être que je vais dire un mot sur la Chambre quand même, parce que tout le monde connaît la Chambre, mais pas forcément exactement ce qu'on y fait et ce qu'il y a à l'intérieur. En deux mots, rapidement. Oui, alors, je pourrais remonter à 1599, date de création de la première Chambre de commerce à Marseille, mais je m'en tiendrai à 1802, où elle a été recréée, parce que la Révolution l'avait supprimée. Et donc, en 1802, c'est effectivement sous Bonaparte que Chaptal a recréé les chambres de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, la chambre que je représente ici, c'est la chambre de Paris-Île-de-France, qui représente donc Paris, la petite couronne et la grande couronne, ce qui veut dire 800 000 entreprises, donc toutes les entreprises industrielles, commerciales et de services. Et vos entreprises sont membres de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et vous avez donc la chance de payer des taxes correspondantes au fonctionnement de ces chambres. Car la Chambre de commerce n'est pas un syndicat, c'est une institution de la République, donc prévue dans les textes, et qui fonctionne avec des taxes payées par les entreprises. Donc la Chambre de commerce de Paris représente 33-34% du PIB français, a donc un fonctionnement un peu à part dans le paysage français, et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. En fait, c'est d'abord une chambre de commerce a un fonctionnement déjà particulier parce qu'il y a des élus comme moi. Donc moi, je suis un élu de la chambre et nous y sommes 80. Et il y a des permanents et à la chambre de commerce de Paris, il y a 5000 permanents. Donc c'est un fonctionnement entre des élus qui jouent le rôle un peu d'un conseil d'administration, mais un conseil d'administration très interventionniste dans le fonctionnement de l'organisme et l'organisme en question. Juste la Chambre de Paris, pour vous décrire ce qu'on y fait, parce que peut-être, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont été directement concernés dans leur jeunesse. C'est d'abord l'enseignement, puisqu'il y a les trois grandes écoles. Monsieur Soularue, je suis désolé, on va peut-être venir sur le sujet. Vous ne voulez pas que je dise qu'il y a HEC, l'ESSEC et le SCP. On va venir sur le sujet d'entreprise, parce que je crois qu'on est tous, entre professionnels de la finance, conscients du fonctionnement de la Chambre. Mais ce qui est important, c'est de revenir sur les travaux qui ont été faits, donc les services de la Chambre et les études. Et j'y allais. Donc voilà, merci de me ramener effectivement à notre objectif fondamental, qui est le deuxième objectif, qui est d'aider à la création et au développement des entreprises.
Il y a aussi à la Chambre de Paris une activité particulière qui a été voulue par le législateur et pour lequel nous avons un fonctionnement à part qui s'appelle une mission consultative. Cette mission consultative n'existe qu'à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Elle regroupe une cinquantaine d'économistes qui travaillent avec les élus de la Chambre, les élus qui sont des patrons. Les élus, ça veut dire que ce sont des gens qui sont élus par les mandataires sociaux des 800 000 entreprises en question, une fois tous les 5 ans. Donc on a des mandats de 5 ans, on peut en avoir 3. Et ces élus sont des patrons. Ils travaillent donc avec les permanents, avec la cinquantaine d'économistes, sur les sujets qui concernent... en fait, cette mission consultative est au service de la nation. Donc nous travaillons avec les ministères et avec les élus, avec le Parlement, pour essayer de proposer des évolutions législatives qui soient les plus favorables possibles à l'activité économique. Donc ces rapports que nous faisons et qui sont disponibles sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie sont des rapports qui touchent aux activités de vos entreprises. Personnellement, moi, je suis un financier d'entreprise, puisque j'ai fait toute ma carrière dans la finance d'entreprise. J'ai terminé il y a 3 ans, j'étais directeur de la trésorerie de Danone. Et je suis un financier d'entreprise et je suis aujourd'hui président de cette commission économique. Donc, au sein de la commission économique, nous allons donc nous attacher à essayer de faire des propositions pour aider le fonctionnement des entreprises en fonction des sujets d'actualité, je dirais. Donc, c'est le développement à l'international, les exportations, la collaboration interentreprise et surtout, depuis 2008-2009, la problématique du financement des entreprises. C'est un sujet extrêmement important et il faut savoir que dans notre microcosme, nous nous occupons surtout des grandes entreprises. Et ici, quand on parle de la bourse, évidemment, on s'intéresse aux grandes entreprises et aux entreprises, aux grosses PME et aux ETI. Mais notre tissu industriel en France, ce n'est pas ça. Le tissu industriel, ce sont les petites PME et les TPE. 50% de l'emploi se trouve dans les TPE. Et ces TPE ne sont pas beaucoup aidées en termes de financement. Et il faut savoir qu'elles ne représentent que 5% dans le bilan des banques. 50% de l'emploi, 5% dans le bilan des banques. Et vous avez tous des amis qui sont dans les TPE et vous savez à quel point c'est difficile d'avoir des financements. D'où, à la Chambre de commerce, ce que nous voudrions, c'est qu'il y ait plus de financement bancaire qui aille vers ces petites entreprises. Et d'ailleurs, le pays le plus libéral d'Europe, qui est l'Angleterre, a mis en place des systèmes contraignants pour justement obliger les banques à financer les petites entreprises. Comme nous savons que les bilans des banques ne sont pas trop extensibles, c'est le moins qu'on puisse dire, et que les dernières décisions qui ont été ou vont être prises vont plutôt limiter la possibilité de prêt des banques, nous pensons qu'il est de l'intérêt national de développer des financements qui sont des financements alternatifs, pour appeler ça, donc des genres placements privés ou développement du marché des billets de trésorerie. Donc c'est là où on rejoint le sujet d'aujourd'hui, et évidemment l'activité boursière. Donc en faisant la sorte, nous libérons de la place dans le bilan des banques qui pourront plus facilement prêter ensuite aux petites PME et aux TPE. Alors on a parlé tout à l'heure des initiatives de place. Oui, c'est vrai. Alors je suis d'ailleurs très content de pouvoir en dire 2 mots. C'est effectivement, moi je suis un financier depuis toujours et je suis un peu agacé de voir que la place de Paris ne progresse pas, vu de la part des entreprises, toujours aussi vite qu'on le souhaiterait. Et donc, en particulier, on voit bien qu'à l'étranger, les financements alternatifs sont en train de se développer de façon très rapide, et peut-être un peu plus rapide que ce qui se passe sur Paris, alors qu'il y a 30 ans, la place de Paris était en avance sur les autres. Donc, il y a 1 an, d'ailleurs maintenant, j'ai fait le tour de la place pour aller voir les gens que je connaissais, qui étaient au niveau des différentes autorités de place, que ce soit l'AMF, la F2I, la FBF et la FTE, tout ça. Et je leur ai dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut essayer de faire évoluer cette place de Paris pour qu'elle puisse offrir aux entreprises les mêmes produits que ce qu'on peut trouver à l'étranger. Il est tout à fait anormal que des entreprises, de belles entreprises françaises de type ETI, soient obligées d'aller se financer, par exemple, en placement privé en Schuldschein en Allemagne ou aux États-Unis, alors qu'on pourrait très bien le faire en France. Donc, tout le monde a accepté de se mettre autour de la table. Nous sommes aujourd'hui dans un process qui, je pense, aboutira. Et moi, je ne fais que
que essayer de faire travailler tout le monde, de convaincre tout le monde qu'il faut arriver à une solution, de faire travailler tout le monde, c'est ça, oui. Mais le fait que le gouverneur Eiffel ait accepté de coprésider ce groupe de travail avec le président de la CCI est des bons signes, et je pense qu'on va y arriver. Très bien. Donc, effectivement, vous avez souligné le défi du financement des PME par rapport aux grandes entreprises qui ont accès à la bourse et au financement alternatif. Je pense que le Fédéris Gestion d'actifs, c'est un bon exemple puisque ça fait le lien avec les institutionnels, les assureurs, les investisseurs institutionnels, ces contraintes de passifs qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis les financements, puisqu'à un moment donné, si on est investisseur institutionnel tout seul face à ce type de défis et de nouveautés, nouveaux financements, nouvelles structures, c'est pas forcément évident. Et donc, c'est un peu le rôle d'une société de gestion comme Fédéris de faire ce lien aussi. Alors oui, tout à fait. Alors c'est un peu plus large que ça même. La question, c'est il y a des facteurs d'évolution dont on a un petit peu parlé dans le marché, la situation macroéconomique et financière, la situation réglementaire. Comment est-ce que ça impacte carrément le business model des investisseurs institutionnels? Comment ça impacte le business model des sociétés de gestion? Alors, je vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues, mais enfin, très rapidement pour planter le décor, il y a deux grands facteurs d'évolution. Un premier facteur d'évolution, c'est la situation macroéconomique et financière. Et là, on est dans une situation de, vous l'avez dit, il y a eu une crise, et il y a une frilosité sur un certain nombre d'actifs. Premier point, très simple. Et donc, effectivement, on n'a pas attendu le durcissement de la régulation pour diminuer la part des actifs risqués. C'est vrai. Je reviendrai après sur l'impact de la régulation qui est quand même important. Deuxième point sur l'aspect purement économique et financier, on est dans un environnement de taux bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un environnement de taux bas? Pour tous les investisseurs institutionnels qui ont un passif, ça veut dire que c'est compliqué de remplir simplement leurs promesses. Ils avaient promis des taux de rendement à des ayants droit, des mandants, et puis c'est de plus en plus compliqué parce qu'ils ont fait les promesses quand les taux étaient à 6, 7, 5, et aujourd'hui ils sont à 2. Donc c'est un peu compliqué. Alors ça a quoi comme conséquence? On l'a dit, ça veut dire qu'ils sont forcés d'escalader la courbe de risque pour aller chercher des rendements plus élevés. Donc il y a 10 ans, on investissait en obligations, après on a fait beaucoup de crédits, et effectivement la part du crédit maintenant dans les bilans d'assurance par exemple est très élevée. Et puis ensuite, on a fait du high yield, et puis ensuite, on a fait des émergents. Maintenant, on fait du financement d'ETI parce que la réglementation nous permet de le faire. Et puis, on revoit, signe des temps, et je ne sais pas si c'est un bon signe, on revoit apparaître les produits structurés. Et là, on vient nous en proposer tous les jours. Donc, je ne sais pas si c'est un bon indicateur, mais on dit, ce n'est pas tout à fait bon signe quand même. Donc, premier élément, cet environnement économique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi un environnement de taux bas? C'est reflateur, enfin, je sais pas, le mot n'est pas très joli, en tout cas, ça redonne de la valorisation à un certain nombre d'actifs. Ça donne de la valorisation, ça donne de la valeur, évidemment, aux actifs obligataires, mais aussi immobiliers. Et le résultat, c'est quoi sur l'épargne des ménages, sur le patrimoine des ménages? C'est qu'il est au plus haut historique. On l'oublie, mais le patrimoine des ménages est pas très loin des plus hauts historiques. Épargne financière, épargne immobilière. Je parle en France, c'est pas vrai dans tous les pays, parce que la crise immobilière a parfois diminué fortement les patrimoines, mais en tous les cas en France et globalement en Europe, c'est assez vrai, on est au plus haut historique. Et ça se retrouve dans les encours gérés par les sociétés de gestion. Il y a des chiffres de fiches qui sont sortis récemment. On doit être à 15,7 trillions d'encours sous gestion dans les sociétés de gestion d'actifs et les institutionnels. Donc c'est énorme. Et c'est aussi des plus hauts historiques. Donc quand on dit on se plaint tout le temps, les sociétés de gestion, et j'en fais partie, c'est dur la vie parce que les encours sont faibles. Non. Il y a des surcapacités partout, oui, mais les encours sont plus hauts historiques. Donc les ennuis sont à venir. Parce que on peut s'attendre à ce que ça ne dure pas. Alors pourquoi ça ne va pas durer? Parce que là, tout le monde est à peu près d'accord. C'est que le choc démographique va faire baisser le taux d'épargne et va consommer de la richesse qui va être transformée en consommation par les personnes âgées. Et donc ça, c'est pas bon pour le patrimoine en termes de volume, et c'est pas très bon pour les sociétés de gestion non plus et pour les institutionnels non plus. Donc ça, c'est ce qui nous attend. Alors face à tous ces enjeux, des nouveaux produits, de la diversification, des enjeux de baisse des encours potentiels, eh bien, il faudra des réponses, je vais y revenir. Deuxième facteur d'évolution important, la réglementation. Alors on parle d'avalanche réglementaire, c'est peut-être un peu exagéré, caricatural, peut-être. En tout cas, il y a un nombre de réglementations qui tombent sur les institutionnels et sur les sociétés de gestion
qui est, je crois, historique. On n'a jamais eu autant. Alors évidemment, on parle de BAL 2 et BAL 3, pardon. Et BAL 3 a des conséquences sur la taille des bilans bancaires, donc sur le financement des entreprises, d'où la nécessité de faire émerger. C'est toujours le cas. Après une crise, on a toujours une succession de réglementations. Oui, mais je n'ai pas mémoire qu'on ait eu autant. Parce que là, on touche absolument tous les... Je vais les lister rapidement. Hein. BAL 3, avec le problème des bilans qui baissent et qui nécessite de créer un marché d'intermédiation. Solvency 2, qui entraîne quand même une baisse des actifs risqués. Les chiffres, c'est les derniers. On est passé en 2 ans de 17 à 13% sur les actions. Ça inclut le private equity. Mais on voit que la baisse est quand même très sensible. IFM, évidemment. Alors, IFM, EMIR, MIFID, UCITS, PRIPS, j'en passe des meilleurs. Tout ça, c'est quoi? Quelles sont les conséquences de tout ça? C'est qu'il faut s'équiper, évidemment, pour satisfaire ces réglementations. Et donc, si on prend ces 2 facteurs d'évolution, les marchés et la réglementation, on se retrouve face à un certain nombre de challenges importants, qui sont des challenges de ressources humaines. Il faut trouver des gens compétents pour faire tout ça, c'est-à-dire pour comprendre la réglementation, pour la mettre en œuvre, pour la contrôler, c'est des gestionnaires de conformité, pour la modéliser, des gestionnaires actifs-passifs, des gérants. Ça va plutôt favoriser les gros. Des analyses, j'y reviens, j'y viens. Des analystes financiers qui vont permettre de comprendre tous les produits dans lesquels on va se diversifier. Les outils, parce que pour chacun de ces éléments que j'ai cités, il faut des outils de gestion du risque, des outils de suivi de la conformité, des outils de reporting. Et tout ça, c'est un coût. Et je passe aussi sur les... Je ne passe pas d'ailleurs, j'évoque aussi les données. Il faut des données, notamment en S2, il faut beaucoup de données pour pouvoir faire les complémentaires, notamment Morningstar, qui permettent de caractériser les actifs et qui permettent de faire notamment les calculs S2 et les QRT. Et puis les données historiques pour pouvoir modéliser tous les risques. Et puis les données de transparisation dont vous êtes un acteur potentiel. Et ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'offre de place. Et voilà. Bon, et ça coûte cher. Et donc, tout ça augmente les coûts. On va s'arrêter là. J'en ai encore pour 30 secondes. Tout ça augmente les coûts, parce que la partie plus intéressante est à venir. Et je demande aux organisations de s'adapter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur les institutionnels, en gros, il y a les très gros qui peuvent absorber ces coûts et ces changements d'organisation. Ça se passe bien. Il y a les moyens qui sont confortables en termes de, je dirais, politique commerciale, capacité à servir du rendement. Donc ça, ils vont faire payer en gros à leurs mandants en baissant un petit peu les rendements, mais ça ne se verra pas trop, ils ne seront pas en danger commerciaux. Et puis il y a ceux qui sont limites, et là il y a des vrais plans de réduction des coûts, de réorganisation, d'arbitrage. Et donc, une partie de la profession est en train de faire des économies. Ça, c'est les institutionnels. Et puis, il y a les sociétés de gestion. Alors, c'est très inégalitaire, les sociétés de gestion. Il y a des toutes petites, il y a des très grosses. Deux chiffres qui situent à quel point c'est inégalitaire. Déjà, en termes de collecte. Sur les 2 dernières années, ce sont des chiffres Fitch également. La part des fonds actions qui ont collecté représente 55% du total des fonds. C'est-à-dire 45% des fonds actions n'ont pas collecté. Et les 10 plus gros gestionnaires d'actifs ont collecté 75% de la collecte sur les fonds actions. Donc quand je dis que c'est inégalitaire, c'est inégalitaire. C'est the winner takes all. Donc c'est vraiment violent. Alors comment on s'adapte par rapport à ça? Donc il y a j'ai 3 modèles polaires, évidemment c'est caricatural. Il y a le modèle le leader, le très gros, celui qui va avoir une politique de coût. Il est capable d'assommer le marché en gagnant les appels d'offres, en faisant pas cher. C'est une politique de part de marché et de coût. Et en gagnant les parts de marché, il va financer ces augmentations de coûts liées à tout ce qu'on a dit. Et à l'autre bout du spectre, il y a les sociétés dites de spécialité. Elles vont se spécialiser sur des savoir-faire très précis, où elles ont, on va dire, ce sont des philosophies plutôt de valeur ajoutée, où elles ont suffisamment de valeur ajoutée pour facturer cette valeur ajoutée assez chère. Et donc, elles vont pouvoir absorber les coûts également. Et puis, elles vont essayer, par ailleurs, de peut-être externaliser un certain nombre de fonctions support. Et puis, il y a une troisième voie, qui est celle, notamment, que Fédéris Gestion d'actifs prend, qui est celle des partenariats. C'est l'idée que ces coûts, on peut essayer de les mutualiser, d'élargir l'assiette d'amortissement de ces coûts. Alors, il y en a, on va dire, trois grandes sortes de partenariats. Les partenariats commerciaux, on peut distribuer des choses ensemble. Partenariat produits et services. En se mettant ensemble, on fait des choses plus intelligentes. Nous, on a fait un fonds, on en parlait, je crois que vous en avez parlé cet après-midi,
de financement de l'économie avec Kepler qui nous apporte la recherche. On a fait un fonds convertible avec UBI, etc. On pourrait multiplier. Et puis, il y a le partenariat de moyens, où là, on peut peut-être se mettre ensemble pour acheter des outils, acheter des référentiels de données, et donc amortir ses coûts. Alors évidemment, les sociétés de gestion, et c'est ma dernière phrase, les sociétés de gestion ne vont pas forcément se focaliser sur une stratégie. Elles vont être opportunistes en fonction de certains segments de marché. Elles vont choisir une de ces stratégies qu'elles vont développer ou pas. Mais je crois que tout, en tous les cas, se pose la question aujourd'hui, comment faire évoluer mon business model. Et le modèle aussi de solution, partenariat solution en fait. Exactement. On va passer la parole à Didier Le Ménestrel et je vais être provocant puisque j'ai noté au cours du débat croissance faible, des inflations, donc j'ai noté égale obligation, j'ai noté frilosité, recherche du rendement égale obligation, et puis j'ai un troisième point, réglementation, passif court égale obligation. Donc on n'a plus qu'à investir dans des obligues. Voilà quoi. C'est pas si provocant parce que nous on aime bien ça les obligues. On s'y est mis en. L'équipe Acropole va. Oui, regarde, ils sont là. Enfin, c'est bien. Le financement de l'entreprise au sens large, fonds propres et obligues, fait partie de notre métier, mais de spécialité. Là, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que nous, on est la partie spécialiste de la présentation, et on nous demande de réconcilier nos donneurs d'ordre avec notre métier. Alors forcément, déjà, comme on existe et qu'on grandit, ça veut dire que finalement, on n'est pas si fâché que ça. Et le lien, pour essayer de répondre à la question, je pense que nous, on a fait un choix très précis, c'est de faire de la perf. Je crois que le jour où la performance en bourse est considérée comme durable, reprenant les bases qui ont été celles qui m'ont formé, qui étaient que la bourse sur 10 à 15 ans, on était systématiquement au-dessus de n'importe quel rendement et que ça paraît à peu près jouable, vous allez voir que les institutionnels, je ne sais pas par quel biais, en tout cas, ils vont retrouver le goût de la bourse très vite. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on pose la question, comme dans toutes ces périodes où l'investissement en actions a été particulièrement difficile. Moi, j'ai commencé en 83, c'était au moment où on lançait le second marché pour redynamiser la cote. En 92, on se demandait s'il ne fallait pas supprimer le second marché qui ne servait plus à rien. En 97, il y a eu des réflexions sur la dynamique de la bourse en Europe. Fallait-il faire des nouvelles fiscalités. Après le crack de 2000, ça a été, on a voulu protéger l'épargnant tout en disant mais finalement est-ce qu'on ne pourrait pas trouver de nouveaux moyens. Bref, régulièrement, lorsqu'il y avait une difficulté, on réfléchit à comment réconcilier les uns et les autres pour que la capille boursière européenne, française, ou là où s'est passée la difficulté, reprenne du poil de la bête. En bref, j'ai commencé en 83, la capille boursière c'était 30% du PIB, on est passé par un peu plus de 100% au début des années 2000, et aujourd'hui on est à 60%. Finalement, il n'y a rien de vraiment changé. La réalité, c'est que depuis 10 ans, aujourd'hui, l'investissement en actions, il est... alors si c'est 2003-2013, ça y est, il est positif, on doit être à 4 ou 5%. Ça, je prends le CAC 40 comme référence. Mais on a parlé d'une décennie perdue qui était négative. Et je pense que c'est... Quelle est la poule qui fait l'œuf? Puisque là, on revient dans les aspects évoqués précédemment sur la réglementation. La réalité, c'est que nous, en tout cas financiers de l'échiquier spécialistes, à nous de dire, écoutez, nous, pendant ce temps-là, on a produit des rendements positifs, on est capable de le faire tout le temps, et il faut faire savoir. Alors c'est là où je vais prendre un biais un tout petit peu différent, c'est que dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a un problème de réglementation, c'est le principe de précaution qui a envahi toute notre société, mais ça, vous l'avez évoqué, là, tous les trois surtout. Le principe de précaution, il est forcément un limitateur extra... alors on peut dire vagant, parce que on va toujours trop loin, mais il a été un limitateur extraordinaire de l'incitation pour les institutionnels à venir faire de la bourse. Ça, je pense qu'on trouve sa limite, et je pense que ce qui se passe actuellement permettra en tout cas de desserrer les crins. De balancier. Oui, on a là le IFRS, mark-to-market, exclusion, mise en place de fonds propres. Je pense qu'on fait le tour de la question, et il y a un moment où effectivement on va peut-être desserrer les taux sur les balles 2, 3. Bon, mais moi ça c'est pas ma partie, je n'y connais pas grand-chose, je ne fais qu'écouter ceux avec qui je déjeune régulièrement, et au fond ça m'est égal puisqu'on est niche player, et nous pendant ce temps-là on fera de la performance en action. Le deuxième point, ça c'est donc une fois qu'on a parlé du principe de précaution, ça c'est un problème de société.
Le deuxième point, je l'ai oublié parce que bref, le deuxième point, c'était, je voulais parler, bref, de l'arrêt. Je l'ai oublié, c'est pas très grave. Non, c'est pas grave, ça va Et- revenir. Moi, j'avais une question Ouais. sur, quand on a préparé l'entretien sur institutionnalisation, individualisation, parce que si les institutionnels peuvent pas profiter ou pas toujours Mais- profiter des opportunités via des Merci, unités de ça compte, me remet dans le Voilà. thème. C'était Les- la mutualisation ou la répartition. Je crois que c'est un sujet qui n'est malheureusement qui reste tabou en France. Hein. La répartition fait partie du présupposé de toute la réflexion sur la collecte de capitaux pour l'avenir, parce que là on parle de la retraite. Et là, pour l'instant, vous voyez bien que toute tentative, le mot même est complètement, oui, enfin, est tabou, quoi. On n'a pas le droit de l'évoquer. Moi, on a fait avec Monsieur Hérault une réflexion sur le CELT. Donc, je le mets dans la bande parce qu'on en avait parlé ensemble. Mais il est vrai que la création d'un compte individuel de retraite serait sûrement un point clé de réflexion future pour des marchés plus dynamiques. Mais ça, c'est pas à moi de le faire. C'est aussi dans la réglementation. Moi, ce sera qu'un plus parce que ça permettra à l'écosystème de redevenir plus dynamique. L'écosystème, moi, je ne vais pas m'en plaindre parce que c'est son donneur d'ordre, mais c'est vrai que l'écosystème, il est capturé par l'assurance vie, et l'assurance vie, par sa réglementation, a du mal à prendre des risques. Donc le serpent se mord la queue. Donc ce serait pas mal d'ouvrir l'écosystème en ayant des systèmes, Donc, un fonctionnement. fonds Eurocroissance. Fonds en croissance, c'est toujours de l'assurance vie. C'est toujours la directive fonds de pension. Bah non, enfin voilà, ou l'idéal 401K américain, chaque individu gère son épargne pour sa retraite et clairement déduit de sa feuille d'impôt ce qu'il met pour sa retraite, qu'il repérera plus tard quand il la touchera. Enfin, mais ça, trop tôt. En tout cas, c'est trop tôt, mais ça viendra. Je reviens sur la performance parce que ça, c'est le point clé. Parce que c'est notre, c'est Stéphane qui est là, c'est notre point à nous. Intervenants de niche et de spécialité, c'est que si on fait de la performance, ce qui est important, c'est de faire savoir. C'est qu'aujourd'hui, on parle de la Bourse de Paris. La Bourse de Paris, donc, c'est 1200 milliards. 1200 milliards à l'échelle de la planète boursière, finalement, c'est un petit marché. Et vous voyez bien qu'elle ne se porte pas si mal et qu'on a, même s'il y a moins d'institutionnels et moins d'assurances, on a vécu une mauvaise période. Nous, on peut montrer qu'on a fait de la performance positive. Donc, si on fait savoir, on a des Norvégiens, des Chinois, des gens qui viennent nous confier des capitaux. Donc, notre rôle à nous pour faire revenir les institutionnels, c'est de montrer qu'en étant consistant, en étant méthodologique, en pouvant expliquer ce que l'on fait, peut-être grâce à vous, ça c'est le petit coup de pub, on est capable durablement d'offrir de la performance sur une classe d'actifs qui a été délaissée pour des raisons qui ne sont que conjoncturelles, puisque statistiquement, et là ce serait peut-être pour la Chambre de commerce, une très belle étude à faire, de rappeler que l'investissement en actions est imbattable, même si ça a été mis en doute dans la période récente, l'investissement en actions bat, alors je crois que c'est sur 15 ans, je crois que ça doit toujours être valable, sur 15 ans, bat systématiquement toute autre classe d'actifs à travers le monde. Donc il faut juste le faire savoir et puis continuer à tracer son chemin. Moi, je suis très content parce qu'il y a un très grand investisseur institutionnel qui est NBIM, enfin la Norvège, qui nous a confié sur le marché français, je dis bien sur le marché français spécifiquement, plus de 300 millions. Je trouve que c'est un très beau signe du fait que si la gestion française est dynamique et s'il y a de la performance, on trouvera toujours un institutionnel pour confier des capitaux. Mais pour les Français, c'est-à-dire qu'au fond, que ça passe par nous, c'est pourquoi pas, mais de toute façon que ça passe par quelqu'un et qu'il y ait de la capacité à gérer un environnement qui paraît, qui aujourd'hui paraît vraiment pas totalement non attractif. Réglementation, incitation, enfin bref, il n'y a vraiment pas grand-chose pour aider à l'attractivité du système, mais c'est pas très grave, ça n'est que ponctuel. Un petit mot peut-être sur les modes de gestion indicielle versus gestion active. Là, de toute façon, j'ai l'impression que plus la gestion indicielle se développe et plus il y a un effet un peu moutonnier et contraint, plus ça ouvre des opportunités pour les gérants actifs qui ont l'illiquidité. Bien sûr, le gérant actif, ça doit être un leitmotiv, c'est-à-dire qu'on on ne pourra pas combattre dans un univers qui ne traite que les ETF. Enfin, nous n'avons aucune capacité technique, fonds propres, qui puisse se bagarrer contre ce type d'investisseurs. Mais c'est ça qui est génial, c'est que justement ces investisseurs ont aussi besoin d'intervenants qui, à la base, achètent et vendent dans la durée ou qui sont capables de faire vivre les indices. Donc
le tracking error sera sûrement une clé je pense, de notre succès futur. Je sais qu'en interne, je passe mon temps à refuser d'acheter les indices, déjà, et à dire que plus nous aurons de tracking error, tout en étant positif, bien sûr, plus nous aurons de succès, sachant qu'aujourd'hui, à 7 milliards d'euros, nous ne représentons que 0,5% du marché français des produits français, ce qui est vraiment une goutte d'eau dans le monde de la gestion. D'accord. Un petit mot, Fabrice Pesin, sur cette histoire d'institutionnalisation, individualisation, parce que si les institutionnels, les compagnies d'assurance délivrent des rendements sur des fonds en euros, et qu'à côté de ça, les individus, les épargnants voient effectivement des performances très importantes sur des fonds actifs, actions, mais aussi, actions actifs, on va dire, ou indiciels, peu importe. Est-ce que du coup, si on n'offre pas des produits de plus long terme, on a parlé du fonds Eurocroissance ou des produits de plus long terme, retraite, pas forcément sous Solvency II, est-ce que justement le risque, c'est pas d'avoir, la nature ayant horreur du vide, d'avoir un engouement justement des individuels, des investisseurs sur justement des produits plus risqués, si les institutionnels n'accompagnent pas le mouvement, de se retrouver un petit peu tout seul dans la nature à devoir composer son portefeuille. Donc il y a aussi un rôle pour l'ACP d'éducation, d'explication, d'accompagnement, j'allais dire. Alors, je trouve qu'il faut... Je ne sais pas si l'autorité de contrôle a pour objet de faire de l'éducation financière du grand public. Ce n'est pas tout à fait notre rôle. Mais nous, ce qu'on constate, c'est un constat partagé par beaucoup, c'est que les Français sont très attachés finalement à des garanties très fortes. Quand vous rajoutez les 1000 milliards des super-euros de la garantie à tout moment avec le livret A, le LDD et compagnie, ça doit faire sans problème dans les 1300, 1400 milliards d'épargne, mais vraiment garantie à tout moment, liquide. Disponibilité à tout moment. Voilà, c'est ça quand même en France le produit de référence pour une très très grande partie. Classe moyenne supérieure. Voilà. Et après, mais peu importe finalement que ça s'appelle du livret d'épargne réglementé ou de l'assurance vie. Après, la question, à mon avis, c'est en effet comment on fait évoluer ça. Et à mon avis, ça peut être à la fois, vu finalement les traditions, les habitudes, et vu la version au risque, pour dire les choses clairement, des Français, je les vois mal basculer violemment dans un autre monde. On peut toujours rêver au monde américain, ceci et cela, mais spontanément, comme ça, je ne le vois pas. Et puis surtout, il y aurait des risques très forts de mis-selling. Donc la question, c'est en effet comment, si ça peut être sûrement intéressant pour des épargnants d'aller sur des choses donc avec un peu moins de garantie, et évidemment, en contrepartie, plus de rendement. Et ça, pour moi, c'est vraiment la question clé. La question clé pour moi, c'est pas de se dire, oh là là, l'assurance vie, c'est eux qui absorbent tout. Mais dans l'assurance vie ou dans d'autres styles de produits, on peut faire évoluer. Mais je crois qu'il faudra aussi que ça corresponde justement aux volontés individuelles, aux habitudes culturelles. Les Français ne sont sûrement pas visiblement comme les Américains. Et c'est ça qui peut être intéressant. Mais ça peut être dans le monde de l'assurance vie, comme ça peut être dans d'autres mondes, c'est quel type de garantie, l'air de rien, on peut offrir et faire évoluer ce couple garantie-rendement, sachant que, là je reprends ma casquette de contrôleur, il faut quand même que le consentement soit parfaitement éclairé du client, qu'il faudra faire attention. Mais rien n'empêche le marché français d'évoluer. Il y a un timing qui est fixé pour Eurocroissance, on sait à peu près... Je crois que le ministre des Finances avait annoncé récemment, mais l'idée, je crois que c'est assez rapide, c'est la loi de finances rectificative, donc avant la fin de l'année. Mais après, entre ce qui sera annoncé et ce qui sera mis en place, et puis au-delà, j'allais dire, après, la question, c'est, parce que le but du jeu, c'est un petit peu, pour ceux qui ont connu Fourgousse en 2005-2006, c'est de faire évoluer des masses qui sont aujourd'hui en super-euros, parce que c'est pas le but du jeu, parce que si on commence avec tous les flux, le but du jeu, c'est de refaire bouger un petit peu les stocks. Donc le but du jeu, c'est un peu comme Fourgousse, c'est sans perdre d'antériorité fiscale, basculer certains fonds, enfin voilà, montants qui sont aujourd'hui sur le fonds euro, sur l'eurocroissance, tout ça en le faisant de façon la plus propre, parce que si la personne se sent piégée, elle ne reviendra plus jamais, et ça c'est aussi un sujet.
Un mot, Jean Hérault, parce que tu donnes l'idée de la tête quand on a parlé du fonds Euro-Croissance. Oui. C'était pour dire chouette, Non, mais une bonne idée, ou plutôt moi, pour je suis mettre contre, un bémol? Je suis contre la manière dont au moins ça a été présenté, puisque quand on vous dit il y a une garantie et un rendement meilleur, alors que le rendement il est aléatoire et que la garantie, on ne sait même pas à quelle échéance. Les elle va produits être. structurés, vu le C'est un niveau peu des taux dangereux. aujourd'hui, ça Moi, je me méfie quand il s'agit de Français moyens. Quand ils entendent rendement meilleur et garantie, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont compris que c'était l'assurance vie comme avant, et à mon avis, ça ne le sera pas. Ce que je prétends, c'est que, et le rapport Berger-Lefebvre, comme d'habitude, ne l'évoque pas. L'important, c'est l'allocation d'actifs, l'allocation d'actifs, l'allocation d'actifs. Tant qu'on n'aura pas mis dans la tête des Français que les obligations, c'est bon pour eux, les actions, c'est bon pour eux, le private equity, c'est bon pour eux, l'immobilier, c'est bon pour eux, et que tout ça, il faut en faire des mélanges adaptés à votre âge, votre horizon de placement, votre fortune, votre salaire, votre profession. On aura, tant qu'on n'aura pas fait ça, le mot de la fin, on n'aura rien compris. le micro. Je parlais de pédagogie tout à l'heure. La pédagogie et la formation sont au cœur de la manière dont on pourra faire évoluer le système. Et je reprends dans vos propos, moi je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait un tempérament français pour l'épargne. En revanche, il y a une aversion comme tout être normalement constitué au risque tel qu'il est mis en évidence. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir comment est traité le risque à travers les médias ou à travers ce qui se fait justement dans le monde anglo-saxon. C'est très impressionnant de voir que l'on cultive en permanence implicitement une aversion au risque en mettant en évidence le fait que telle affaire... Un produit Euro-Croissance avec une garantie de capital sur 10 ans, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de place pour les actions, en fait. C'est-à-dire que, en tout cas, le but sera très clair, c'est de passer dans un schéma qui permettra de moins consommer de fonds propres pour les assureurs, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup plus d'actions, je suis d'accord avec vous. Donc c'est là où, dans la rupture à faire, c'est qu'à travers des colloques comme cela, c'est que tous se persuader que nous avons un intérêt commun à mettre en place un système qui soit fondamentalement différent, mais ça remonte, il faut revenir au principe de l'après-guerre, ce qui est un peu plus compliqué. Dernière intervention. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que tout ira beaucoup mieux le jour où plus d'entreprises viendront en bourse. Car pour que tout aille bien, il faut que les gens aillent en bourse. Il faut que la bourse, que les gens reprennent le chemin de la bourse. C'est une mayonnaise vertueuse. Et pour ça, il faut absolument que nos entreprises regagnent de la rentabilité. Nous avons aujourd'hui une rentabilité qui a décru au niveau français par rapport, par exemple, à nos concurrents européens. Il faut que nos entreprises soient rentables pour qu'elles puissent attirer les investisseurs et que vous puissiez les attirer en bourse. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges. On peut les applaudir. Il y a un film qui va être projeté et qui servira un peu de pause. Et ensuite, on enchaîne avec la cérémonie.